À 19h, j'étais sur France 2, la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes. Hop, 20h10, j'ai zappé sur TF1 pour Manu. D'un côté, beaucoup de cinéma, des discours grandiloquents et cette rumeur tenace de la cocaïne qui serait partout. Et de l'autre côté, la cérémonie du Festival de Cannes. Bon. Lors de l'émission On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, un auditeur a suscité une vive polémique en imitant d'une manière scandaleuse un accent arabe à l'antenne. Cette intervention, jugée raciste par de nombreux observateurs, a provoqué l'indignation de Jean-Michel Apathy, qui a dénoncé une scène odieuse et raciste sur le réseau social X. J'ai honte d'être français. Ah oui. Quand vous appelez le consulat de France, le général de France à Jérusalem, vous dire consulat général de France, bonjour. Voilà ce que vous avez. C'est drôle. L'auditeur, se présentant comme un Français expatrié, exprimait son indignation suite aux propos de Thierry Ardisson, comparant la situation à Gaza à Auschwitz. Au cours de son intervention, il a imité un accent arabe en prétendant représenter les employés du consulat de France à Jérusalem. Oui. Olivier, je l'aime beaucoup. Vous étiez en train d'imiter l'accent arabe, c'est ça? Et alors? Non, mais c'était pour comprendre. Et quoi, Popek? Qu'est-ce qu'il faisait, Popek? Non, mais comme c'était pas totalement réussi, je me posais la question. Attendez, vous avez, ça y est, on est dans les goulags, là, ça y est. Ah, tiens. Son intervention n'est pas passée inaperçue dans la salle, et pourtant, elle a disparu à la télévision. L'humoriste Merwan Benlazar faisait partie des invités des Flammes, mardi soir, la grande cérémonie du rap et des cultures urbaines. En milieu de soirée, l'artiste vient remettre le prix du concert de l'année, remporté par Caris pour sa tournée Hors Noir. Honnêtement, les racistes de temps en temps, ils allument la télé. Et ils mettent, allez, c'est news, mais c'est vraiment quand genre ils veulent voir un pédophile. Mais sinon, à part ça... L'humoriste Merwan Benlazar a prononcé un discours critique envers Cyril Hanouna, récemment intégré au groupe M6. Bien que la cérémonie ait été retransmise en direct sur YouTube, la diffusion en différé sur W9 a été expurgée d'1 minute de ce discours, notamment des passages où Benlazar déclarait « Je suis libre en plus ce soir, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, ça devrait aller. De toute façon, les racistes, ils regardent pas les Flammes. Ils regardent plus la télé, il n'y a plus Hanouna. » La chaîne W9 assume pleinement la décision de couper ce passage. W9 se fait la porte-parole de toutes les cultures populaires et revendique la liberté d'expression. Maintenant, il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement, explique un cadre du groupe M6. Hanouna, d'ailleurs, qui revient bientôt, les gars. Et c'est important d'en parler ici parce que Hanouna, les gars, il revient sur la chaîne où on est diffusé. Ça veut dire que sur la chaîne où on est diffusé, à la rentrée, tous les soirs, les gars, il y aura la meilleure promotion de l'extrême droite. Et comment on peut combattre ça, les gars? Ici, sur la même chaîne, comme on le fait ce soir, les gars. Bien sûr. Entre Thierry Ardisson et Cyril Hanouna, la hache de guerre ne semble pas près d'être enterrée. Cela fait plusieurs années que les deux hommes sont brouillés et ne s'adressent la parole que par des propos hostiles interposés dans les médias, notamment à cause d'un supposé chantage dont s'est dit victime Thierry Ardisson de la part de son ancien employeur. Alors lui, il disait, oui, mais Hanouna, c'est du low cost et moi, je suis Chanel ou Dior. Ouais. Quand tu fais 2 fois moins d'audience que Lidl, à un moment, tu te poses la question. Le 10 mai 2025, Thierry Ardisson était invité de l'émission Quelle époque sur France 2. Lors du segment du photocall, il a adressé une pique à Cyril Hanouna en déclarant « Maintenant que tu fais plus la promotion de Marine Le Pen, tu vas faire quoi à la télé ?» Cette remarque faisait référence à la ligne éditoriale de Touche pas à mon poste, que certains estiment avoir favorisé des personnalités politiques d'extrême droite, notamment Marine Le Pen. C'est nul, mais franchement, il aurait pu travailler quand même, Thierry. Il arrive, il travaille pas, non mais c'est nul, et je sais pas qui rigole en plus. C'est quand il a quitté C8, oui. Il s'est senti obligé de critiquer tout le groupe, de critiquer notre actionnaire, que j'aime, comme vous le savez, Vincent Bolloré, quand il était ici, franchement, il polichait tout le monde. Hein. Comme chaque samedi, l'émission Quelle époque revenait sur l'actualité de la semaine. Léa Salamé recevait Thierry Ardisson, venu présenter son nouveau livre. Également invité sur le plateau, Raphaël Pitti, médecin humanitaire et de guerre, a décrit une situation humanitaire catastrophique à Gaza. Déjà, les enfants, les images que nous avons, etc., de ces enfants totalement dénutris, etc., ce sont des images inacceptables. C'est ce qu'on a vu pendant la dernière guerre, c'est ce qu'on a vu dans les camps de concentration. C'est pas acceptable. Depuis des semaines, des responsables de l'ONU et d'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant dans le territoire palestinien assiégé. Une crise humanitaire sans précédent où les gens meurent de bombardements et de faim. Aucune aide humanitaire ne peut entrer. L'Organisation mondiale de la santé estime que ce qui se passe à Gaza est, je cite, une abomination. Après le témoignage glaçant de Raphaël Pitti sur Gaza, pris par l'émotion, Thierry Ardisson s'est aventuré à une comparaison qui ferait sans aucun doute réagir. L'animateur et producteur a comparé Gaza à Auschwitz.
Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, les Israéliens, parce que les Juifs. Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. 50%. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien oui, bien oui. Oui, et j'attendrai ça. J'attends que les Israéliens fassent leur révolution. Rachida Dati était invitée au micro de RTL pour débriefer l'intervention d'Emmanuel Macron sur le plateau de TF1 la veille. C'est vrai que c'est bien que ce soit un ministre de la Culture parce qu'on a tellement parlé culture hier pendant les 3 heures. C'était pénible, ironise Alex Vizorek tout en mettant un casque de vélo sur la tête. Oui, mais alors, je savais bien que vous alliez intervenir. J'ai mis des blancs dans mon texte. Non, mais sur la culture, Ouais. depuis qu'il est président, il a mis 1,4 milliard. Pour la culture, c'est pas mal quand même. Alex Vizorek poursuit sa chronique en évoquant le discours du président de la République. En tout cas, ils ont envoyé une ministre de la Culture. Il fallait envoyer le ministre du Culturisme ce matin parce que, poursuit l'humoriste, qui ne manque pas de faire réagir la ministre de la Culture. On voit que vous venez de France Inter, lui a-t-elle répondu. Quand vous êtes payé, vous êtes content. Hein. Quand c'est? Vous avez dû bénéficier un peu des 1,4 milliard. C'est bien normal, je travaille, je cotise. Eh ben voilà. Ah, quand même. Il a beaucoup investi dans la culture. Vous voulez faire mon... Non. La petite guerre se poursuit entre les deux protagonistes lorsqu'Alex Vizorek attaque directement Rachida Dati sur sa fortune déclarée à la haute autorité pour la transparence de la vie publique en 2024. En effet, la ministre aurait omis 420 000 € de bijoux en sa possession lors de sa déclaration de patrimoine. Life is a bitch, comme dirait Kim Kardashian. Pauvre Kim Kardashian, comme vous, elle n'a pas pu aller à Cannes, elle était... Ah, ça y est, je vois le truc. 10 grabataires. Et on arrête. Hein. Kim Kardashian. Freine. Êtes un peu quand même la Kim Kardashian du gouvernement. Il vaut mieux freiner. Parce que vous aussi, vos bijoux ont disparu. Mais parce que le casque ne sera pas suffisant. Ouais, je sais. L'acteur Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle commise sur le tournage du film Les Volets Verts. Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'acteur coupable et a ordonné son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Très très satisfaite de cette décision. C'est pour moi une victoire, vraiment, et une grande avancée, un pas en avant. On avance. Merci. Le tribunal correctionnel a également reconnu un préjudice de victimisation secondaire subi par les deux plaignantes en raison de la dureté excessive des débats imputés à la défense menée par Maître Assous. L'attitude a été condamnée en quelque sorte. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus ? En conséquence, l'acteur a été condamné à verser 1 000 € à chacune des plaignantes pour ce préjudice spécifique. Une négation des droits de la défense. Le fait de remettre en cause la véracité des accusations qui sont portées contre vous, c'est une agression supplémentaire. C'est encore un droit inhérent à toute personne dans un système juridique digne de ce nom que de pouvoir contester les faits sans qu'on puisse le lui reprocher. Émeric Caron, député du Parti Révolution écologique pour le vivant et ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché, a été victime d'une menace de mort en pleine rue. Il a publié une vidéo sur son compte X montrant un homme âgé lui déclarant « Vous avez vraiment dit, si on pouvait le tuer, celui-là, ce serait bien. Ouais. Vous savez que je pourrais porter plainte contre vous. Vous savez, ça a quand même encore un sens, les mots. Pourquoi vous voulez me tuer? Allez, dites-moi. Par plaisir. » Le député a également rapporté des agressions verbales, du harcèlement téléphonique et sur les réseaux sociaux, ainsi que des menaces contre lui et sa famille, qu'il attribue à son engagement en faveur de la cause palestinienne. Ces incidents l'ont conduit à fermer temporairement sa permanence parlementaire à la suite de dégradations. C'est vrai? Par bonheur, par joie. Par joie de tuer les gens. Je passe, vous avez demandé, vous dites, celui-là, il faut le tuer. C'est bien ça que vous avez dit? Ouais. Alors, allez, expliquez-vous. Expliquez-vous quand même. Non, c'est intéressant, vous voulez tuer un député, donc pourquoi vous voulez le tuer? Vous êtes député? Eh oui. Malheureusement. Bah alors pourquoi vous voulez me tuer alors? Par plaisir, je vous ai répondu. Thierry Ardisson était de passage ce mardi dans les grandes gueules de RMC et RMC Story pour se défendre après la polémique sur ses propos sur Gaza, mais aussi pour évoquer la sortie de son livre « L'homme en noir », dans lequel il raconte ses souvenirs via un roman policier. Vous avez eu des ennemis? J'en ai plein d'ennemis. Non, mais qui ont voulu votre peau médiatique sans jamais réussir à l'avoir. Franchement, j'ai jamais eu de menaces de mort. Enfin, à part Hanouna, mais ça, lui, c'était tous les jours. Si Thierry Ardisson, dans son livre, se fait assassiner par un détracteur, l'animateur et producteur a confirmé qu'il avait beaucoup d'ennemis médiatiques, comme Cyril Hanouna, avant d'expliquer pourquoi il n'était pas prêt à se réconcilier avec l'ancien animateur de Touche pas à mon poste. Vous n'êtes pas réconcilié avec lui? Bah, pas réconcilié, disons que j'ai pas envie de parler de ça toute ma vie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison que je me réconcilie. Juste ce qu'il a dit, par exemple, il t'avait expliqué que je dépensais l'argent du contribuable. Donc si vous voulez, oui, on ne peut pas être vraiment copains à partir de là, vous voyez.
Apolline de Malherbe était sur le plateau de Quelle époque sur France 2. La journaliste a eu droit au célèbre interview Photocall, lors duquel Léa Salamé montre des photos de personnalités et demande à l'invité de leur poser une question. Lorsque le portrait de Jean-Jacques Bourdin s'est affiché, Apolline de Malherbe lui a demandé « Jean-Jacques Bourdin !» Bah ça va, je me suis débrouillée quoi. Ouais. Non? Elle s'est débrouillée? Bah très bien. Non, mais vous savez, moi, que les jeunes nous remplacent, la preuve. Et voilà. Un petit tacle à celui qui, en lui laissant sa place à contre-cœur il y a 3 ans, n'avait pas été tendre avec elle. Puis, c'est la photo de Pascal Praud qui s'est affichée. La journaliste est en concurrence directe chaque matin avec l'animateur de CNews qui aurait un comportement surprenant dans les coulisses à son égard. Pascal Praud, tiens, on en parlait. Pourquoi je vous fais peur? Il paraît qu'il appelle mes invités derrière et qu'il dit « Mais je comprends pas, pourquoi ça avait été chez elle ?» C'est pas vrai. C'est Donc ça, non, Pascal? n'ayez pas peur. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Lundi 12 mai, dans sa première interview télévisée depuis 11 ans, Brigitte Bardot a critiqué le féminisme. L'actrice de 90 ans et ancienne star du cinéma français, retirée des plateaux depuis plus de 50 ans, a pris la défense de Nicolas Bedos et Gérard Depardieu. Ils ne peuvent plus vivre. La justice doit travailler quand même. Je crois qu'après ce qui leur est arrivé, ils ne vont pas trouver beaucoup de travail. Hein. C'est pas la première fois que l'ancienne icône de cinéma prend des positions antiféministes. Dans le sillage de l'affaire Weinstein et du mouvement MeToo en 2018, elle avait critiqué la vague de dénonciations de harceleurs par des actrices, la jugeant hypocrite, ridicule, sans intérêt. Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Mais on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, Depardieu. Et ceux qui ont du talent, s'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés dans le cul de basse-fosse. Sur le plateau de France 2, l'animateur Thierry Ardisson a estimé que la situation dans la bande de Gaza était comparable à celle des camps de concentration et notamment d'Auschwitz. On nous dira, mais vous saviez, c'est ça qui est fou, a ajouté l'ancien présentateur de Tout le monde en parle. Il y a eu un communiqué de la production de Quelle époque qui vous charge plutôt, moi je trouve. Alors quand même, il faut préciser à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est une émission enregistrée. Des propos qui ont provoqué un tollé. Devant les condamnations de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, et du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, Thierry Ardisson a présenté ses excuses à tous ses amis juifs dans un communiqué. Disons, j'ai dit une connerie, je me suis excusé effectivement le lendemain matin. Ceci étant, j'ai quand même des circonstances atténuantes. On se réunit tous, on dit qu'est-ce qu'on garde. Je dis là, j'ai dit une connerie, tu devrais le couper. Personne n'a soulevé ce point. Vous me direz que je suis con, oui, mais personne d'autre. Il y a toujours quelqu'un de France Télévisions qui est là, évidemment, quelqu'un de France 2 qui était là, qui n'a pas dit ah, coupez-moi ça, coupez-moi ça. Une semaine après la publication du livre, la poussière n'est pas retombée. Les Insoumis continuent de pester contre le livre Enquête la meute, pas tendre avec leur mouvement, qui compare leur fonctionnement interne à une secte et repeint Jean-Luc Mélenchon en gourou tout-puissant. Qu'est-ce que je fais? Je prends le livre et je réponds page par page, vous savez quoi? Je ne l'ai même pas lu. Je ne veux pas le lire. Je ne veux pas qu'il m'abîme. Je ne veux pas qu'il me rentre dans la tête. En meeting à Aubenas, le tribun a pour la première fois pris la parole publiquement depuis la sortie de l'ouvrage, signé Olivier Péroux, Le Monde, et Charlotte Belaïch, Libération. Ces derniers jours, ses plus proches se sont employés à démonter méthodiquement chaque affirmation contenue dans le livre, parlant d'erreurs, de mensonges et même de violations de la vie privée. Je méprise les gens qui sont capables de ça. C'est pas parce qu'on dit du mal, parce qu'on a trouvé la parole de celui-ci contre celle-ci, de manière à ce qu'il s'engueule après. Non, c'est pas ça. Jean-Luc Mélenchon s'en prend aussi, toujours sans les nommer, à ceux qui témoignent dans le livre, et notamment à ses anciens camarades Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont bruyamment rompu avec la France insoumise l'été dernier. Ces gens qui viennent et qui vont faire le tour, un après l'autre, des misérables qui se sont fâchés avec vous parce que vous leur avez refusé telle investiture que vous ne pouvez pas le dire. Comme une qui dit « J'ai même dû aller à l'hôpital psychiatrique à cause des mauvais traitements qu'il m'a infligés. » Ou « J'ai le temps de maltraiter quelqu'un au point de l'envoyer. » C'est affreux, non ? Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 15 mai, les rapporteurs de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire sont revenus sur l'audition organisée la veille du Premier ministre François Bayrou. Ils l'accusent d'avoir menti, d'avoir fait varier très profondément et très notablement sa version de toute une série de faits. Prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le Premier ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Devant l'Assemblée nationale et devant les victimes des abus de Betaram, ce jeudi 15 mai, le Premier ministre François Bayrou est à nouveau accusé d'avoir menti.
Je ne crois pas qu'il joue sa place à Matignon. En revanche, je crois qu'il joue sa place dans la tête des gens pour l'éternité. Auditionné la veille pendant 5 heures, l'ancien ministre de l'Éducation a dû prouver qu'il ne savait rien des violences physiques et sexuelles perpétrées au sein de l'établissement privé catholique où sa propre fille a été victime de violences. Je n'avais jamais entendu parler de violences sexuelles. Jamais. Il n'y croit pas. Il ment. Il ment. Le Premier ministre a, pour la première fois, reconnu avoir été informé de ces violences par voie de presse, ce qu'il avait pourtant nié le 13 février 2024 dans Le Point, le 12 mars 2024 au journal Le Monde, puis le 29 mars 2024 au Parisien. Que ça vous embête? Non, ce qui m'embête, c'est que je vous ai demandé à l'avance les documents que vous alliez projeter. Vous m'avez donné une liste. C'était pas dans la liste. Je n'avais aucune envie de vous soumettre les documents. Excusez-moi. Le Monde révèle par ailleurs une autre incohérence dans les déclarations du Premier ministre. Lors de son audition, il a déclaré être informé pour la première fois de la condamnation d'un surveillant pour une gifle sur un enfant. Pourtant, le quotidien de référence l'avait informé de ces faits au moins dès le 13 février. Cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Plusieurs élus et journalistes ont noté que le Premier ministre a emporté et affiche ouvertement sur son bureau le livre enquête La Meute, qui critique la direction de la France Insoumise par Jean-Luc Mélenchon à son audition à l'Assemblée. Un geste lamentable, commente Claire Lejeune, élue LFI. Quand on change autant de versions depuis le 11 février, c'est que les précédentes étaient fausses et donc le produit d'un mensonge. L'autre co-rapporteur du texte, la députée Ensemble Violette Spillebout, a regretté que cette séance se soit transformée en duel entre le Premier ministre et Paul Vannier, un des rapporteurs de la commission et député LFI. Maintenez-vous aujourd'hui sous serment devant notre commission d'enquête cette déclaration? Monsieur Vannier, celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question. C'est-à-dire vous. Ce lundi 12 mai, dans C'est à vous sur France 5, le sexisme envers les femmes dans le monde du travail a été un grand sujet de discussion, donnant lieu à des témoignages épouvantables. Laure Adler a raconté son calvaire à la radio publique après avoir été nommée conseillère à la culture à l'Élysée. Dans les entreprises, continuer à sévir. Comme si, quand on est de sexe féminin, faut s'encaisser des saloperies sexuelles à longueur de journée. Si la journaliste rappelle que les emplois précaires sont les moins protégés par ce fléau, Jacques Legros, qui était assis à côté d'elle, a expliqué qu'en réalité, aucune femme n'est à l'abri du harcèlement sexiste au travail, indiquant que sa compagne était victime d'harcèlement. Mon épouse qu'on a vue tout à l'heure en est la première victime dans une institution à laquelle on ne penserait jamais et qui s'appelle l'École nationale vétérinaire d'Alfort, où elle enseigne la gastro-entérologie. Et je pense que ça va finir assez mal pour eux. Parce qu'elle va introduire une plainte? Je pense que oui. Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux Français lors d'une interview télévisée sur TF1. Aux côtés de Gilles Boulot, le président de la République a ainsi reçu plusieurs invités pour répondre à des questions essentielles au pays. Parmi les personnalités présentes sur le plateau, il y avait Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. J'ai été élu avec un chiffre qui n'a rien à envier à beaucoup de mes prédécesseurs. En face de vous, il y avait l'extrême droite. Mais madame, pardon. Même moi, j'ai voté pour vous. Mais merci d'abord. Et rapidement, entre les deux, le ton est monté, notamment au sujet des retraites, mais aussi des licenciements. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, si un jour, enfin, les femmes étaient payées 25% de plus, cela déclencherait des cotisations supplémentaires et donc ça permettrait de financer l'abrogation de la réforme, lance ainsi la syndicaliste. Vous irez expliquer à 1,5 million de Français qui ont 100 € de plus par mois. Pardon. Non, en fait, attendez, vous avez raison, vous avez raison seul contre tous, en fait. Le chef de l'État prend la syndicaliste à témoin, vous le savez très bien, l'emploi, le temps de travail subi, etc. Donc ce n'est pas d'un coup de baguette magique, rétorque le président de la République, largement agacé par les propos de Sophie Binet. C'est pas grave. Tous l'emploi Sauf que là, c'est un exercice de communication présidentielle sur votre bilan. Non, le débat fut ouvert. Non, Madame Binet. Aucune réponse aux exigences sociales des salariés. Madame Binet, Monsieur le Président, merci. Vous pourrez continuer hors antenne tout à l'heure. Merci.